Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits et d'être présents sur cette visioconférence du groupe de réflexion IAESS, du SOGA qu'on anime depuis maintenant 8 mois, il me semble. Ce format, c'est la deuxième fois qu'on le présente en tant que tel avec des intervenants extérieurs. La fois passée, c'est un format que vous avez plébiscité, vous avez fait une évaluation et on a pris en compte vos retours sur cette évaluation. On laissera plus de place à la fin de la visio sur les échanges et la réflexion entre les participants, ce qui avait été un peu moins le cas la fois passée. Donc là, on va vraiment beaucoup insister là-dessus. Donc je vais effacer beaucoup de mes commentaires à moi. Je laisserai rapidement la place à nos intervenants extérieurs. Et puis, je vous laisserai la parole et j'animerai les discussions qui en suivront si ça vous va. Alors, pour commencer, hop, je peux peut-être vous montrer l'ordre du jour. Donc, il y aura un mot de bienvenue de ma part qui va être très court. S'en suivra une petite actualité que je trouve assez en lien avec nos échanges passés et puis l'histoire de ce groupe IAESS du SOGA. Une petite présentation de la part des intervenants extérieurs qu'on a ici mentionnés comme experts, ce qui me semble tout à fait valorisant. Et puis un dernier temps qui sera un temps d'échange et de réflexion entre vous et qui sera clairement le temps le plus long de cette réunion et qui devrait vous permettre d'avoir des points de vue un peu plus éclairés de chacun. Alors, petite présentation du SOGA pour ceux qui n'étaient pas là aux fois d'avant et qui sont nouveaux dans cet échange et dans ce groupe de réflexion. Le SOGA, c'est une tête de réseau franco-européenne de l'ESS numérique. On existe depuis 2017. Notre objectif, c'est de fédérer, promouvoir et développer l'ESS numérique. On est une équipe de 5 personnes. On a, en 2023, entamé nos grands projets. C'était vraiment 2023, l'année du gros développement du SOGA. 3 grands projets dont les sujets principaux étaient toujours l'ESS numérique, les compétences numériques dans le secteur de l'ESS, des observations de terrain aussi qu'on a beaucoup réalisées. Et on essaye de réaliser au maximum le rôle d'une tête de réseau et en même temps d'un think and do tank. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on fait des projets et on essaie de valoriser au maximum ce que nos membres portent en eux. Donc, on a dans le réseau SOGA à peu près une cinquantaine, entre 50 et 60 membres. Ça dépend un peu des moments. Voilà, et on porte aussi beaucoup leurs sujets avec nous auprès des instances européennes et françaises. Voilà, comme je l'avais dit, je vais essayer de gagner du temps sur les présentations et vraiment d'attaquer le cœur du sujet assez rapidement, vu que c'était dans vos retours de la fois passée. Je voulais introduire nos échanges avec membres physiques et moraux. On a les deux. On a à la fois des membres qui sont des structures, c'est quand même la plupart, il y a les 90%, c'est des structures, et on a quelques personnes dont les structures ne sont pas directement en lien avec nos activités, mais qui sont intéressées par nos actions, et donc là, qui rejoignent personnellement notre asso. Je vous ferai un petit point à la fin aussi sur la suite, et c'est très lié à l'adhésion notamment du SOGA, donc on pourra en reparler à la fin de nos échanges. Je vous ferai parvenir aussi un document à la suite de cette visio. Voilà, donc j'entame un peu cette session avec une actualité que je trouvais très en lien avec notre groupe, qui est la régulation européenne de l'IA. La bataille se poursuit entre créateurs de contenu et entreprises de la tech. Alors, qu'est-ce que c'est un créateur de contenu IA et qu'est-ce que c'est l'entreprise de la tech? Ça pose déjà beaucoup de questions. Créateur de contenu, au sens de l'article, c'est extrêmement large. Ça va de la personne qui publie un article dans un journal à la personne qui met à disposition de la data. Donc, ça peut être des entreprises de l'ESS qui mettent à disposition des data. Et les entreprises de la tech, c'est aussi très large. Mais dans cet article, ce qui est entendu par entreprise de la tech, c'est vraiment les très, très gros de la tech. Et en l'occurrence, c'est très visé sur OpenAI et sur leur utilisation, et Microsoft aussi, et leur utilisation de la donnée. En gros, le résumé de cet article, si je devais vous le faire, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne réfléchit à une régulation de l'IA, que ça se fait en un temps relativement long, et que les
discussion se focalise beaucoup maintenant sur comment est-ce que sont entraînés, par quelles données sont entraînés les modèles. En gros, ce qui se dessine petit à petit, c'est que de plus en plus, les créateurs d'IA mettent à disposition les sources de leurs réponses. Donc ça, on trouvera petit à petit ces infos-là. Mais ce qui n'est pas encore acquis et qui, à mon avis, va être très difficile à acquérir, c'est par quelles données sont entraînés ces fameux LLM. Donc voilà, c'est un peu les enjeux des discussions européennes en ce moment qui sont au cœur des sujets qui nous intéressent. Voilà, entre data, IA, open knowledge, tout ça fait sens, à mon avis, avec nos réflexions. Donc, ça me semblait intéressant d'ouvrir nos présentations, enfin les présentations qui vont venir, avec cette petite actualité. Je le dis aussi pour ceux qui viennent tout juste de s'inscrire, si vous vous êtes inscrit à la newsletter, on fera partir cet été, parce qu'on est déjà en été maintenant depuis hier, cet été, on vous fera partir une newsletter avec les dernières actualités entre IA, enfin des relations entre l'IA et l'ESS. Donc, on a une série d'articles qu'on vous fera suivre. Voilà, dans les semaines à venir, vous allez recevoir ça. Alors, hop, on va passer, si ça vous va, à notre premier intervenant de cette session, qui est Philippe. Et Philippe, je te laisse te présenter ma voix et présenter ce pourquoi tu interviens aujourd'hui. Est-ce que tu as des slides? Est-ce que je laisse ça? Comment est-ce que Je tu n'ai pas de souhaites? slide, mais je pourrais partager mon écran si vous voulez illustrer. Donc, Ouais. enchanté, bonjour à tous. Moi, je suis Philippe Dupeyrat. J'ai deux activités. D'un côté, je suis co-DG de l'association mavoix.org, qui est une association qui accompagne vers l'emploi les jeunes qui n'ont pas les codes de la recherche d'emploi. Et de l'autre côté, je suis cofondateur de 4jours.work, qui lance le premier pilote national sur la semaine de 4 jours en France. Je pourrais faire le trait d'union entre la génération Z et l'intelligence artificielle qui explique un petit peu les liens entre les deux activités. Donc, Mavoix, en fait, on est une start-up technologique associative, loi 1901. On s'est fondé sur deux constats. Le premier, c'était de dire, on ne parle pas à ces jeunes fameux NEETs, Not in Employment, Education or Training, de la bonne manière. Peut-être qu'avant, pour une bonne partie, ils étaient en bas des tours, mais aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on leur parle avec leur code pour leur donner envie d'être dans l'action sur la recherche d'emploi, sachant que les solutions, elles existent déjà, mais qu'elles ne sont pas forcément sur la forme adaptée à leur habitude de navigation sur Internet ou de consommation de l'information. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était de se dire, en fait, dans le monde associatif, dans l'écosystème notamment de l'accompagnement vers l'emploi de ceux qui sont les plus démunis, il y a beaucoup d'initiatives qui sont différentes, mais qui ne collaborent pas toujours entre elles. Et au lieu de replacer ces bénéficiaires qu'on veut au centre, souvent on leur demande de faire un effort. On a fait du coup le choix, dès le départ, d'être assez technologique dans notre approche, c'est-à-dire de développer deux choses. L'idée, c'était d'avoir la plateforme mavoix.org qui soit comme TikTok, comme Instagram, en tout cas qui soit navigable de manière très simple sur mobile et sur ordinateur, mais sur le fond et sur la forme, d'adapter les codes en fait de ces jeunes NEETs à la recherche d'emploi. Et le deuxième point, c'était d'être très présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on pense que le digital est une manière de toucher les jeunes massivement en étant peu nombreux. Et ça fonctionne puisque à 6 personnes en 3 ans, on a réussi à nouer un premier contact avec 50 000 jeunes environ. Donc ça, c'était la première étape de notre travail dans l'asso Mavoix. C'était comment est-ce qu'on peut utiliser le digital comme levier pour toucher massivement des jeunes qui sont en perte de repère dans leur recherche d'emploi et qui souvent sont à l'arrêt. Lorsque l'intelligence artificielle est arrivée, notre créneau, c'était toujours de dire que ce soit la transformation digitale ou l'innovation, le monde associatif est toujours à la traîne. Et ça s'explique très bien parce qu'il y a des manques de financement. C'est difficile de faire financer l'innovation sociale quand on est en association. Il y a parfois des manques de compétences. Et puis, généralement, quand on a créé une asso, on a créé pour une mission précise. Et donc, la partie technologique, elle n'est pas forcément dedans. D'ailleurs, on le voyait, il y avait quelques statistiques qui montraient que la stratégie digitale, par exemple, dans le monde associatif à destination des jeunes, c'était considéré comme très important, mais c'était dans moins de 10% des cas un axe stratégique de développement. Donc, lorsque l'intelligence artificielle est arrivée, on a essayé de s'en saisir, et je vous montrerai deux cas d'usage pour en parler d'un troisième, mais avec une volonté de se dire, OK, on a réussi à toucher à l'échelle massivement
notre cible. Maintenant, comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour de la personnification à l'échelle d'un diagnostic? Et c'est vraiment tout, et c'est vraiment ce qui nous anime. C'est-à-dire qu'on a une conviction assez forte de dire aujourd'hui, et d'ailleurs les études le montrent, la génération Z utilise l'intelligence artificielle massivement. Oui, mais ils l'utilisent de manière individuelle et sans forcément beaucoup de réflexion dessus. Et deuxièmement, ce n'est pas forcément source d'apprentissage. Si je prends un exemple très concret, j'ai besoin d'une lettre de motivation, je vais générer ma lettre de motivation avec de l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas réfléchir sur est-ce que les données que j'ai données initialement pour générer cette lettre de motivation étaient les bonnes. Donc notre philosophie chez Mavoie, elle est vis-à-vis des bénéficiaires, elle est sur comment l'intelligence artificielle peut être auto-apprenante pour les personnes qui l'utilisent, premier point. Et deuxième point, comment l'intelligence artificielle peut être source de liens humains. C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait utiliser cette intelligence artificielle comme une manière de nouer un premier contact. Si je dois résumer cette philosophie, c'est aujourd'hui la recherche d'emploi, toutes les questions de tout l'écosystème de tout l'écosystème qui accompagne vers l'emploi, c'est comment je passe de 5 secondes d'attention sur TikTok à 18 mois d'alternance. Quelles sont les étapes pour faire passer quelqu'un qui a 5 secondes d'attention sur TikTok à 18 mois d'alternance? Et nous, on pense que c'est une première étape, en tout cas intéressante à creuser, c'est comment je passe de 5 secondes d'attention sur TikTok à 5 minutes, j'ai un premier résultat via l'intelligence artificielle. Certes, mais il est imparfait. Certes, mais on va montrer qu'il est aussi sous la forme de brouillon. Je trouve une structure où je peux échanger avec quelqu'un pour m'accompagner. Voilà. Ça, c'est pour la partie externe. Maintenant, pour la partie interne, en fait, le monde associatif n'a pas toujours été très bien outillé, que ce soit sur les CRM, que ce soit sur les automatisations, que ce soit sur tout un tas de sujets. Et c'est là où, typiquement, on recherche tous beaucoup de financement. Souvent, on fait des copier-coller de dossiers, on les modifie un petit peu. Et c'est là aussi, il y a des gros gains de productivité, à notre sens, à aller chercher en interne. Que ce soit les comptes rendus de réunion, on en a un très bon exemple actuellement. Bon, encore faut-il être présent, mais ou que ce soit sur les comptes rendus de réunion, prise de notes, brainstorming, capacité notamment à dédupliquer des dossiers de financement de manière intelligente. Et typiquement, ça, c'est vraiment une problématique, quel que soit le secteur d'activité de votre association, qui nous touche tous. On a la chance d'être soutenu par Google.org, notamment sur cette réflexion initialement digitale qui maintenant va plutôt sur la réflexion d'intelligence artificielle. Et si je dois vous montrer, par exemple, deux produits, un qui se base déjà sur l'intelligence artificielle et le deuxième qui ne se basait pas, mais qui demain va l'utiliser, je vais vous montrer, si je peux, Thomas, prendre la main. Donc, on avait fait ce premier POC qui a été utilisé assez massivement de l'aide de motivation basé sur l'intelligence artificielle, ou typiquement, si je mets, je sais, un business développeur, Soga, secteur digital, hop. Hop. Et je vais l'adresser à Thomas. Voilà, et donc là, premier point, cette notion les gens ne savent pas forcément quelle est la taille que doit prendre une lettre de motivation. Donc là, je vais dire, on a 2 ans chez Mavoie. Et là, je vais mettre 5 ans dans le monde associatif. Là, l'idée, c'est d'accompagner la personne sur tu as forcément des qualités et tu as forcément des compétences. En tout cas, réfléchis sur ta lettre de motivation doit mettre en avant tes compétences et ta qualité. L'idée derrière, c'est pas tellement d'avoir un résultat qui soit satisfaisant, mais c'est d'avoir en fait une première base de brouillon qui permette derrière d'échanger avec quelqu'un. Et c'est vraiment là ce point qui est important, c'est d'utiliser en fait typiquement quelque chose comme la lettre de motivation sur lequel il n'y a pas d'acteur qui soit lucratif sur cette thématique pour capter l'attention de jeunes qui sont en recherche d'emploi et lui dire voilà, tu as un premier brouillon, mais il faut aller plus loin et ce brouillon, tu peux parler avec quelqu'un.
C'est que le début, mais c'est un exemple intéressant. Et le deuxième point, aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle un entretien job. L'idée, c'était de proposer en 10 minutes à quelqu'un qui a un entretien. Souvent, l'entretien, si on n'a pas de diplôme et pas de réseau, on ne s'y prépare pas. Et du coup, on a moins de chances d'y arriver. Donc, c'est un facteur de discrimination pour ceux qui n'ont pas de réseau et qui n'ont pas de diplôme. Et donc, aujourd'hui, on a un outil de préparation à l'entretien où en 10 minutes, on se prépare sur mobile. Donc, j'ai une date d'entretien demain. Et donc, ces questions-là, c'était des questions qui étaient un peu en arbre de décision. Donc, la notion était de se dire, en gros, comment est-ce que... on va te poser des questions pour que tu connaisses l'entreprise, pour que tu connaisses le poste, etc. Et on te pose la question, pourquoi est-ce que je te pose cette question-là? Parce que dans l'entretien, il faudra que ce soit explicite. Aujourd'hui, on était sur une notion, tout le monde avait à peu près les mêmes questions. Maintenant, demain, lorsqu'on sera capable de capter la fiche de poste pour laquelle ces jeunes se préparent, on sera capable d'ultra personnaliser les questions et de personnaliser aussi en fonction de leurs craintes ou de leurs besoins de formation. Deux exemples, un petit peu comme ça. Si je finis, parce que je vois l'heure qui tourne, sur le lien entre semaine de 4 jours et intelligence artificielle appliquée au bien commun. En fait, moi, j'ai l'intime conviction que l'intelligence artificielle est susceptible de libérer du temps pour les gens et qu'en libérant ce temps, les entreprises vont être face à un choix. Soit elles veulent produire encore plus, soit elles veulent s'engager dans des démarches RSE très fortes. Typiquement, vendredi.co s'appelle vendredi.co, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui laissent tous les vendredis. Soit elles décident de redonner une partie de cette productivité gagnée à leurs salariés. Et c'est pour ça qu'on lance le premier pilote national sur la semaine de 4 jours pour accompagner les entreprises à transitionner à la semaine de 4 jours. Parce qu'on a l'intime conviction, et les chiffres le montrent, dans les 20 pays, 350 entreprises déjà accompagnées, qu'on est capable d'améliorer la qualité de vie des salariés et de maintenir la performance. Et si on libère une journée de temps pour un grand nombre de salariés, alors cette journée ira pour amener du lien dans la société. Soit parce que les gens prendront soin de leur famille, que ce soit des aidants ou des parents, soit parce qu'ils s'engageront à réduire leur consommation, ou ils auront un engagement dans le monde associatif, qu'il soit environnemental ou qu'il soit social. Et donc, les deux thématiques sont fortement liées parce que moi, je n'ai pas forcément beaucoup d'arguments lorsque la génération Z me dit en fait, j'ai du mal à me projeter dans le travail parce que je vais bosser jusqu'à 70 ans, parce que j'aurai une moins bonne qualité de vie que mes parents, et de toute façon, vous êtes en train de brûler la planète. Donc, est-ce qu'on doit faire toujours de la même manière? Et c'est ça qui fait le lien entre, aujourd'hui, mavoix.org et 4jours.org. Merci Philippe pour ta présentation. On pourra se donner un petit temps de questions. On peut même le faire maintenant. Moi, j'ai juste une petite question. Tu nous as présenté des use cases. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont déjà accélérés par de l'IA, tes outils, ou est-ce que c'est quelque chose qui va arriver par la suite? Et du coup, en complément, quelles IA sont utilisées ou vont être utilisées concernant les use cases que tu as présentés? Alors, oui, il y a des milliers, sur le premier use case, il y a des milliers d'utilisations en fait, de cette lettre de motivation. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne l'utilisent pas qu'une seule fois, ils l'utilisent plusieurs fois. Donc, ils ont aussi une conscience que ce n'est pas forcément le premier jet qui va être le bon. Sur la partie entretien, on a des milliers d'usages sans l'IA. Par contre, on sait exactement ce qu'on veut améliorer avec l'IA, l'ultra-personnalisation, donc la satisfaction à l'issue de la préparation, et le taux de complétion. D'accord. OK. Et sur la deuxième question, qu'est-ce qu'on utilise déjà? Alors, bien sûr, on utilise OpenAI sous l'angle d'API ou sous l'angle de... Oui, ils sont en libre accès, tout à fait. Je vais vous les mettre. Sous l'angle d'API ou sous l'angle d'interaction directe, parce qu'on l'utilise au quotidien. Je veux dire, chaque personne de l'équipe l'utilise, qu'il soit product manager ou accompagnateur des jeunes. Et à côté de ça, on est plutôt agnostique sur l'outil qu'on utilise. Et je trouve que c'est très intéressant d'en utiliser plusieurs parce que, mine de rien, ils n'ont pas toujours les mêmes rendus. Après, bien sûr, avec le soutien que Google nous apporte, on est aussi sur la partie Gemini. Et à titre associatif, on est sur la stack Google Workspace. OK. Stéphanie, je vous mets les liens.
Et est-ce qu'il y a d'autres questions pour Philippe? Ne me laissez pas poser toutes les questions. Ouais, plus tard. Bonjour, peut-être le modèle de financement. Du coup, vous avez parlé du partenariat avec Google. Comment Philanthropique. Philanthropique principalement. Ça va être des. Aujourd'hui, l'innovation sociale est difficile à faire financer par le service public, on ne va pas se le cacher. Mais de plus en plus, on a des discussions intéressantes aussi avec le service public sur cette notion de d'IA for good et de souveraineté. Par contre, ceux qui ont aujourd'hui la capacité la soutenir la plus, on ne va pas se le cacher, c'est plutôt des géants de la tech américains. Ok. Bon, après, je vais parler aussi au nom du SOGA sur nous. On a une vision qui est un peu différente. Chaque acteur, après, a évidemment un modèle économique qui lui est propre. Il y a d'autres modèles que le financement par des grosses boîtes américaines. Évidemment, c'est ceux qui ont le plus d'argent à injecter. Aujourd'hui, on arrive quand même, par exemple, avec la Commission européenne, à trouver des financements qui restent intéressants pour tester des choses, avoir des POC, etc. Moins sur de l'application, etc., mais sur de la recherche, sur de l'idéation, etc., il y a quand même des fonds publics disponibles. Donc voilà, je le dis aussi pour aller dans ce sens-là. Je dis ça juste, Thomas, pour que vous forcez la main à ce qu'on trouve toujours plus de financement européen et public. Après, il y a des coalitions à mener aussi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à Léa? Yes, Anne-Claire, vas-y. Oui, c'était le lien avec la boussole des jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais qui vise aussi à capter les jeunes sur le numérique et après les orienter vers des services en présentiel. Et est-ce que vous bossez avec? Parce que nous, Sicoval, on est une communauté d'agglomération là au sud-est de Toulouse et on est partenaire de la boussole des jeunes. Donc, il y a des liens, pas de liens? Est-ce qu'il y a… Voilà. Alors, on est 6, on est 7 chez Ma Voix. Donc, on a 3 ans. Donc, on les connaît. On travaille. Enfin, moi, j'admire ce qu'ils font aussi. Aujourd'hui, je pense que notre philosophie, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, on va dire tout acteur, tel qu'il soit, que ce soit Article 1, que ce soit Ma Voix, que ce soit la boussole des jeunes, qui va sur les réseaux sociaux et qui parle selon leur code, c'est bien. J'utilise souvent la métaphore de la radio. Quand vous êtes exposé 7 ou 8 fois à une manière, enfin, un spot publicitaire ou à une proposition de valeur, à un moment, vous le retenez. Et j'ai envie de dire que ce soit Ma Voix, ou que ce soit la boussole des jeunes, ou que ce soit Article 1, ou n'importe quel acteur, en fait, qui a un moment auprès duquel ça résonne, c'est tant mieux. Donc, je pense que c'est bien qu'on soit beaucoup d'acteurs parce que sur une problématique comme celle-là, en fait, c'est l'union qui fait l'impact. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Bon, après, je vous donnerai aussi les contacts de chacun. Oui, Marie, vas-y. Non, je me demandais si tu avais des liens avec Pôle emploi, si c'était des solutions qui pouvaient être, je sais pas, incubées, encouragées, testées avec Pôle emploi, parce que j'ai l'impression qu'ils investissent aussi pas mal le champ de l'IA. Alors, on était mercredi dernier à un événement avec justement Thibaut Guilly, donc de France Travail, qui mettait en avant des différentes initiatives, Diversité, ZenQT et nous, sur ces réflexions-là. Ça prend du temps, le tempo secteur public n'est pas pareil que le tempo des startups tech associatives. Mais oui, on travaille avec des départements, notamment le département de l'Aisne, par exemple. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on fait avec le département de l'Aisne, c'est vraiment de mettre la vidéo très courte au cœur du dispositif. Et c'est que le début. Nous, on a d'abord voulu valider le fait que notre public allait être réceptif à cette manière de travailler. La réponse est oui. Et je pense que dans la deuxième étape, puisqu'on n'a que 3 ans de développement de Ma Voix, bien sûr que l'interface avec les acteurs du service public et notamment territoriaux est essentielle. On vise aussi Marseille, typiquement, parce qu'on est accéléré par l'incubateur Le Phare, CMA-CGM. Okay. Et j'avais une deuxième question, pardon. Je me demandais si finalement le principe pouvait être, selon toi, appliqué à d'autres typologies de public.
notamment on travaille beaucoup avec des personnes primo-arrivantes, réfugiés, etc. Est-ce que tu serais intéressé qu'on en discute pour voir comment le POC que vous avez réalisé, on peut le tester sur une autre population? Bien sûr, il y a une initiative que je trouve excellente d'une entreprise, je pourrais te retrouver le nom, mais qui traduit dans les différentes langues, notamment grâce à l'IA, les comptes rendus ou les interactions avec les médecins. C'est une jeune femme qui fait ça et c'est magnifique, et notamment pour la partie enceinte, enfin, etc. Et donc, la réponse, c'est sûr qu'il peut y avoir ça pour les primo-accédants parce que ça permet une personnalisation, une traduction. Et puis, le dernier point que je n'ai pas abordé, mais il y a un certain anonymat, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit le harcèlement à l'école, etc., ou la santé mentale. Et ben, en fait, une partie de cette génération Z est plus à l'aise sur des sujets très intimes, d'échanger en première intention avec quelqu'un qui ne va pas la juger et qui n'est pas une personne, de fait. Donc, il y a aussi cette réflexion. Et pour compléter ton propos, Philippe, la personne que tu cites sur les comptes rendus avec les médecins, elle le fait pour les allophones, il me semble. J'ai plus son nom en tête, mais c'est un public spécifique qu'elle vise. Et effectivement, c'est un public. Alia.tech, c'est exactement ça. Et c'est exceptionnel ce qu'ils font. C'est quoi Alia.tech? C'est dans le chat. Cédric l'a mis dans le chat. Alia.tech. J'ai vu la présentation sur un webinaire animé par Care News la fois passée. C'est effectivement une super initiative. Si ça vous va, on va passer à l'intervenante suivante. Je vous donnerai le contact de Philippe, si tu m'y autorises, Philippe, pour qu'il puisse répondre à vos questions éventuellement par mail. Oui, bien sûr. J'ai mis mes 2 mails. D'un côté sur ma voix, si c'est plus sur ma voix, Philippe, tu verras, je vous ai mis le mail. Et sinon, si c'est plus le passage à la semaine de 4 jours, vous me dites. Un grand merci. Parfait. Philippe, on va passer à toi, Léa, si ça te va. Oui, avec plaisir. Eh bien, je te laisse la parole. Et puis, si tu as une présentation, je te laisse présenter également. Ça va, j'en ai une. Donc, allez, on va se mettre là-dessus. J'en ai une seconde. Ouais. À nouveau parmi nous. Dis-moi si tu as des difficultés à présenter, hein, sinon. Ouais, j'essaie de trouver. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez Yes. Ok, j'aimerais passer en diaporama, juste, ce serait chouette. J'y vais. Est-ce que maintenant, c'est plus grand? C'est bon pour vous? Waouh, je n'entends pas. Ouais, oui, si, c'est bon. Oui, c'est très bien. Oui, super. Donc, en fait, pendant que je présente, je ne vous entends plus. Hein, donc, je vais y aller straight. À tout à l'heure. Bon, alors, du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un workshop qu'on a fait chez Fari il y a à peu près 1 an sur l'IA et la réparabilité des objets. Et d'abord, je vais vous dire 2-3 mots sur Fari. Fari, c'est un institut interuniversitaire bruxellois qui est dédié à l'IA, data et robotique. Et donc, en fait, on travaille dans un réseau de 10 laboratoires entre les 2 universités, flamande et francophone, sur des sujets autant techniques, scientifiques, concernant l'IA, data et robotique, mais on a aussi toute une part pluridisciplinaire avec des champs comme le droit, comme la participation citoyenne et tout ça. Si vous êtes curieux, de toute façon, vous avez notre logo. N'hésitez pas à aller voir le site de Fari. Et donc, il y a 1 an, on a reçu une proposition d'un groupe artistique qui s'appelle Home. Vous avez le logo ici et leur site que je vous invite aussi à aller voir parce qu'ils font un travail extraordinaire de vulgarisation scientifique et de projets aussi innovants en développement, qui sont venus nous voir pour nous proposer d'organiser 2 workshops avec eux parce qu'ils avaient été sélectionnés sur un projet européen qui s'appelle Machine for Good. Et donc, ce projet-là, c'est une initiative lancée par le CERV qui avait pour but de promouvoir les droits et valeurs de l'Union et surtout d'impliquer les jeunes et de voir l'IA comme un motif de participation de la jeunesse. Et donc, ils se sont alliés à plusieurs.
Ils nous ont proposé de faire avec eux 2 workshops, un sur IA et alimentation durable et un sur IA et réparabilité des objets. Donc aujourd'hui, je vais vous parler juste de cet après-midi en fait qu'on a fait autour de la réparabilité des objets. Et pour faire ça, en fait, on a réuni différents acteurs, un partenaire, donc c'est-à-dire quelqu'un du secteur de la réparabilité, qui est Repair Together, que je vous présente juste après. Nous, Fari, on a amené des experts en IA de différentes disciplines, et puis aussi des citoyens, utilisateurs des Repair Café, pour parler de tout ça. Alors, Repair Together, c'est un réseau de 234 Repair Café dans la région de Wallonie-Bruxelles, donc ce n'est pas toute la Belgique. Et en fait, ils soutiennent tout le réseau, ils les forment, ils offrent des formations aussi à l'extérieur, dans des écoles, etc. Et ils militent pour le droit à la réparation des objets. Et il y a différentes personnes qui sont venues nous voir et participer en fait au workshop, qui étaient, Florine était plus sur le droit à la réparation, d'autres sur l'impression 3D ou d'autres sur le gros électro. Et donc, ces experts du vécu, en fait, puisqu'ils œuvrent au quotidien dans les Repair Cafés, sont venus rencontrer 5 experts en IA et des citoyens pour voir comment on pouvait avancer sur des problématiques spécifiques. Donc, nous, on est allé les consulter en amont pour voir ensemble leurs besoins et on a essayé d'en extraire des challenges que je vais vous présenter maintenant, parce qu'il me semble que c'est la partie la plus intéressante en fait de ce travail, c'est de se dire, ben voilà, déjà, quelles sont les possibilités techniques de l'IA par rapport au champ de la réparabilité. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai les retours en fait de Repair Together un an après sur ce qu'ils ont conservé de ce workshop et ce qu'ils n'ont pas du tout exploré. Donc, le premier challenge qu'on leur a proposé et sur lequel ils ont réfléchi pendant cet après-midi, c'est est-ce que l'IA, elle peut servir à identifier les composants? Bah oui, ça c'est un problème principal dans les Repair Cafés, c'est quand les gens arrivent avec une machine et puis on identifie la pièce, ça prend du temps, il faut ouvrir, il faut voir et identifier précisément le modèle, puisqu'évidemment, chaque marque fait des modèles, des pléthores de modèles pour le même type de produit, et puis voir aussi où est cette pièce et si elle peut être approvisionnée rapidement. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que l'IA, elle peut, justement, à travers des bases de données, identifier plus vite et trouver, localiser plus vite où sont les pièces et le temps qu'il faut pour les acheminer. Premier champ de réflexion. Deuxième champ de réflexion, c'est la maintenance prédictive. Est-ce que l'IA, elle pourrait suggérer des maintenances prédictives en analysant les articles à réparer et en identifiant les défaillances les plus probables? Bon, quelqu'un vient avec une machine, c'est pas moi, une machine à café. On passe toutes les caractéristiques d'un pré-diagnostic par IA et l'IA va dire, bon, à la vue de nos bases de données et au niveau même européen, on va dire, eh ben, ce modèle a X chances d'avoir cassé ici, donc regardez en priorité ici. Troisième challenge qu'on a discuté pendant le workshop, c'est l'assistance virtuelle à la réparation. En fait, voilà, l'idée de base, c'était est-ce que des gens équipés de casques chez eux ou des réparateurs à d'autres endroits pourraient finalement s'aider à distance dans la réparation même. Donc, la personne a son casque, elle a ses objets, ses outils, et puis elle peut montrer, ben voilà, je fais ça, mais là, j'arrive pas parce que ce vis, etc. Est-ce que toi, tu sais m'aider? Donc ça, c'est plus envisageable pour des réparateurs, on va dire. Et ça n'a pas été vraiment retenu pour les utilisateurs, parce que déjà, il y a peu d'utilisateurs qui vont dans les Repair Cafés qui sont équipés de casques AR ou VR. Et puis, en plus, il y a la dimension humaine que Repair Together a à cœur de conserver. Et c'est d'ailleurs l'objet, le centre de sa mission, c'est aussi et surtout de faire du lien. Mais en tous les cas, il y a, un peu comme en chirurgie, une possibilité d'action. Le défi numéro 4, c'est évidemment tout ce qui est data. Comment améliorer, optimiser les plateformes de partage de la connaissance sur ce secteur. Comment on pourrait envisager des plateformes de data plus centralisées, alors au niveau national, mais aussi au niveau européen, qui aideraient grandement à la réparation, évidemment, pour différentes choses, comme on vient de le dire, pour identifier des pièces,
pour aussi mettre en partage les pannes, et puis aussi pour pouvoir faire remonter des cas d'obsolescence programmée, puisque si les bases de données sont très très reliées et sur des pays différents, on peut dire, bah voilà, cette pièce, enfin ce modèle, on peut dire, on a les chiffres qui montrent, qui cassent toujours au même endroit au bout de tant de temps. C'est quand même très précieux comme information. Et enfin, le dernier challenge, c'était plus sur un aspect légal. On avait d'ailleurs une experte en droit, je vous présenterai les experts ensuite. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, bah, est-ce que l'IA, alors là, elle peut aussi aider finalement, déjà en rendant l'accès aux données de réparation et autres plus facile, donc c'est un accélérateur, mais aussi finalement à comprendre les cadres juridiques et légaux qui entourent la réparabilité des objets. Et jusqu'à aider les gens à réclamer une indemnisation et à simplifier ce processus. Donc, on a invité 5 experts pour discuter de ces 5 challenges avec les membres de Repair Together. Donc, on avait 6 experts même. On avait Arjen van de Waal qui lui est plus spécialisé sur la durabilité, soutenabilité des objets, donc aussi comment les valeurs éthiques des Repair Cafés en termes de soutenabilité sont soutenables sous les projets qu'on avait envisagés, parce qu'évidemment, il n'est pas question de déployer de l'IA pour générer finalement plus de dépenses énergétiques ou autres que ce que ça pourrait faire économiser. On avait Cédric Gillon, qui est un chercheur en IA, plus dur, et donc qui, là, pouvait intervenir sur les exemples en donnant d'autres cas d'usage qu'il avait déjà pu voir ou expérimenter. On avait 2 roboticiens, Hendrik Kuhl et Niklas Teckener, qui travaillent vraiment en soft robotique. Si j'ai le temps, je vous en parlerai un peu plus, mais ça semblait aussi assez prometteur pour vraiment voir dans quelle mesure, finalement, les pièces molles, etc., pouvaient peut-être aider sur certaines réparations. On avait Barbara de Rosa Lazarotto, donc, qui est vraiment une juriste. Et enfin, Simon Michel, qui travaille chez nous et qui est un expert en large langage model. Et donc, lui, voilà, pour tout ce qui est prédiagnostic, interaction plus directe en langage naturel avec la machine pour les utilisateurs, a pu aussi donner son point de vue. Donc, on a revu Repair Together il n'y a pas longtemps pour justement préparer cette intervention aujourd'hui en leur demandant alors qu'est-ce qui reste en fait de ces différents champs d'exploration. Et ils nous ont dit, en fait, finalement, pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. On s'est éclaté, c'était intellectuellement très intéressant, mais aujourd'hui, 1 an après, on voit des perspectives qu'on n'a pas développées parce que, on n'a pas eu le temps et puis ce n'est pas notre cœur de métier. Mais en fait, voilà déjà les perspectives qu'on voit pour nous. On voit un intérêt pour des chatbots de pré-diagnostic parce que souvent, les gens les appellent. Et puis, finalement, la réponse à la fin, c'est souvent venez chez nous. Mais il pourrait déjà y avoir un chatbot donc, qui automatise un peu ces réponses et qui renvoie les gens vers le cybercafé. Et surtout, ils y voyaient de l'intérêt pour les assistants de réparation. C'est-à-dire vraiment, autant ils n'y voient pas du tout d'intérêt pour les gens qui vont normalement au Repair Café et qui doivent continuer à y aller, mais plus pour la formation des formateurs avec des tutoriels ou des accès à des bases de données. Et enfin, le gros utilisation qu'ils y voient, ça serait pour, à l'avenir, l'impression 3D. Et surtout, quand l'IA sera capable de générer des pièces sur demande à partir de modèles, soit trouvables, donc facilement accessibles parce que base de données sur Internet, ou carrément, pourquoi pas, je prends une photo, l'IA modélise la pièce et je peux la faire avec mon imprimante 3D. Ça serait vraiment, évidemment, le Graal. Donc, les défis, en fait, que rencontrent les Repair Café, ça va être une opposition que je trouve passionnante entre humain et technique. Repair Together va dire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'humain. Et si on ajoute de l'IA, on a l'impression qu'on va dévier notre mission humaine. Et donc, il y a une tension ici intéressante à creuser et à argumenter. Je ne suis pas là pour le faire à la place du secteur, mais en tout cas, voilà, il y a une tension ici. Voyons voir comment on peut y réfléchir. Il y a un manque de moyens, comme ça a été évoqué aussi sur la présentation précédente. Et puis, il y a aussi le fait que les bénévoles sont souvent des gens qui sont à la retraite, parce qu'ils ont le temps aussi de donner de leur temps, et qui sont méfiants vis-à-vis de l'IA. Aussi, donc,
par peur de perdre ce lien physique et du faire ensemble avec, si on ajoute l'IA. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Finalement, il y a vraiment de la curiosité pour l'IA générative, pour développer des projets sur mesure. Par contre, là, ce qui remonte, c'est que ce workshop a vraiment permis d'envisager des potentialités techniques qui sont nécessaires. Donc finalement, pour nous, ce qu'on en retire, c'est que la première chose, c'est de travailler de façon appliquée par secteur sur les potentiels de l'IA en relation avec les acteurs et différents acteurs pour savoir à quoi l'IA peut servir. Parce que finalement, la première chose à faire, c'est de comprendre les possibles. Et donc de rencontrer des experts, et donc de réfléchir sur des cas appliqués, notamment légaux. Repair Together nous confiait qu'au niveau de la législation européenne, le droit de copier, en fait, était problématique, parce que selon comment le droit allait être voté dans les temps à venir, peut-être que la réplication de pièces serait juste rendue impossible également. Et donc, le droit à la réparabilité. Donc, il y a des enjeux sur différents sujets, évidemment. Donc voilà, ici, je vous laisse les contacts de Jonathan, de Repair Together, qui serait ravi si, notamment avec Emmaüs Connect ou avec d'autres personnes qui assisteraient à ce webinaire et auraient aussi envie d'aller plus loin sur la réparabilité des objets et des expérimentations, n'hésitez pas à contacter Jonathan. Vous avez aussi le contact de Gwen, qui fait partie de ce collectif artistique qui a lancé ce projet, Home, et puis le mien, si jamais l'expertise en IA, etc., sur ce genre de sujet vous est utile, vous pouvez aussi nous contacter. Voilà. Merci beaucoup, Léa, pour ta présentation. Je vais laisser un temps de questions pour ceux qui veulent en poser et intervenir. Non, je me demandais, du coup, Léa, dans quel cadre vous avez fait ces ateliers? Enfin, c'était commandité par qui? Enfin, qui a financé, impulsé cet atelier? Donc, merci pour cette question. Donc, c'est le groupe artistique Home qui est venu nous trouver. Et c'est eux qui avaient eu un financement européen donc, de ce projet Machine for Good. Donc, c'est un financement programme du CERV, impulsé par la Commission. Et donc, dans ce cadre-là, ils sont venus nous trouver pour vraiment nous déléguer le travail finalement d'avoir accès aux experts et de calibrer le workshop pour qu'eux puissent faire communiquer ensemble différents autres acteurs comme les partenaires, les artistes après, plus tard, etc. Donc, on est justement dans un montage de projet original puisque c'est impulsé par des artistes. Et il n'y avait pas forcément de volonté que ensuite vos recommandations soient... Absolument. Non, alors les recommandations, c'est-à-dire que Home a fait cette partie du travail à la fin de tous ces projets, parce qu'il y avait celui-ci sur la réparabilité, mais aussi sur l'alimentation durable. Donc, ils ont fait des recommandations dans le cadre du projet qui sont remontées au niveau européen. Merci. Je laisse la parole à d'autres si vous avez des questions ou des remarques. On a encore un petit peu de temps, donc je peux vous laisser ce temps-là de maintenant ou après, on peut le faire aussi après. Pas d'autres questions pour l'instant? Bon, ben on va passer à la dernière intervention. Marie, si tu te sens prête. Oui, avec plaisir. Je n'ai pas posé beaucoup plus de questions parce que je me suis dit qu'en fait, ce dont j'allais parler allait finalement susciter toutes ces questions. En tout cas, je vais pointer du doigt les questions que je me pose à travers mon intervention. Je tiens à préciser que moi, je ne suis pas du tout experte en IA. On n'a pas encore manipulé l'IA chez Emmaüs Connect, mais justement, on se pose des questions de toutes les possibilités que ça pourrait nous apporter sur différents projets, aussi bien en interne pour le fonctionnement de notre association, comme on peut gagner du temps, là où justement le temps est notre
plus gros enjeux, mais aussi comment ça peut nous faire gagner en efficience sur des projets un peu plus techniques. Et c'est un de ces projets dont je vais vous parler aujourd'hui. Je sais pas, donc moi je suis accompagnée de Victor Bessang, qui est aussi d'Emmaüs Connect et qui est là parmi vous. Et puis Anne-Claire aussi, n'hésite pas à rebondir parce que, enfin voilà, on a plus ou moins la même expertise sur ce sujet de réemploi solidaire, donc n'hésite pas à rebondir, compléter. Avec plaisir, Marie. Avec tous ces témoignages. Et d'ailleurs, les autres aussi, hein, je ne vous connais pas tous, mais n'hésitez pas à interrompre au fil de la conversation. Donc, moi, je suis Marie Cohen-Scali, je suis co-directrice chez Emmaüs Connect et je viens vous parler aujourd'hui d'un projet qui s'appelle La Collecte.tech et qu'on souhaite passer à l'échelle dans une logique de commun. Peut-être un petit mot, je vais partager mon... alors, attendez, comment vous allez prendre la suite de Thomas? Ça va, Thomas? Je peux prendre ta suite? Oui, tu as l'autorisation de prendre la suite. Ok, je prends ta suite, ça rame un peu, mais voilà, Caféia, c'est ma presse partagée. C'est bon, je vais. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, ça charge doucement, mais on commence à entrevoir ton écran. Je vais prendre une petite suite. Excusez-moi, les batteries. Le branche pour que ça soit. Peut-être Victor, le temps que je trouve ma prise, je peux te laisser présenter cette slide. Ouais, merci Marie. Ouais. Très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas Emmaüs Connect. Alors Emmaüs Connect, on est né en 2013 au sein du mouvement Emmaüs. On a été incubé au sein du mouvement Emmaüs d'un constat assez simple qui était que les personnes précaires rencontraient un nouveau besoin un peu indispensable, qui était le besoin de se connecter à leurs proches. Il faut se remettre en 2013, le marché de la téléphonie mobile est pas encore cassé, et donc on a des tarifs qui sont très 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 élevés pour pouvoir accéder à un forfait ou même accéder tout simplement à Internet. Et donc on est né de ce constat-là, et dès 2013, on a commencé à proposer de la connexion à tarif solidaire pour permettre à des personnes précaires d'accéder à Internet à des tarifs accessibles. Et progressivement, on a commencé à se mettre sur tous les créneaux de l'inclusion numérique qui, globalement, peuvent se résumer en 3 freins. Le premier, c'est donc le manque de connexion. Le deuxième, c'est le manque d'équipement, dont Marie va vous parler aujourd'hui. Et le troisième, le manque de compétences, puisque un des gros facteurs d'exclusion numérique, c'est le manque de compétences. Depuis 2013, on a accompagné plus de 170 000 personnes. On travaille avec près de 5 000 structures de l'action sociale qui orientent les personnes qu'on accompagne dans nos espaces de solidarité numérique, mais également auprès de nos équipes qui sont en itinérance dans des territoires plus ruraux, comme l'Indre ou le Loiret. On est également organisme de formation professionnelle. On a formé plus de 16 000 travailleurs sociaux et aidants numériques et aidants sociaux sur le territoire depuis notre création. Et puis, c'est le dernier élément de la slide, on a également ce rôle de sensibilisation sur la thématique de l'inclusion numérique. Donc, assez régulièrement, on porte des études sur des publics spécifiques, sur des thématiques spécifiques, qui nous permettent un peu mieux de comprendre l'état de l'exclusion numérique en France et derrière de proposer des solutions plus adaptées. Merci beaucoup, Victor. Et donc, grosso modo, équipé, connecté, accompagné. Et là, je fais un zoom sur la Collecte.tech, qui est le projet qui nous permet d'équiper des personnes en situation de précarité sociale et numérique. Vous voyez les petites zones avec des traits là, verticaux, c'est les zones en France où on a mis en place des filières de réemploi solidaire. Et grosso modo, ces filières, ça consiste en des collectifs d'acteurs, à la fois des donateurs, qui sont des entreprises, des collectivités, et demain, on verra aussi des citoyens, mais qui donnent du matériel usagé dont ils n'ont plus la nécessité, parce qu'ils veulent s'en racheter un nouveau, parce qu'il y a une panne, parce que c'est cassé et qu'il faut réparer. Donc, ils nous donnent ce matériel. On travaille avec des structures d'insertion des territoires qui reconditionnent ce matériel. Et puis ensuite, c'est fléché vers des structures sociales qui distribuent ce matériel
à tarif solidaire. Nous, vraiment, notre credo, notre objectif, c'est d'équiper à tarif solidaire, donc d'avoir une chaîne de valeur qui nous permet en bout de chaîne d'avoir du matériel de bonne qualité à prix très, très accessible. Grosso modo, en moyenne, c'est 110 € un ordinateur, 50 € un smartphone. Alors, il y a des prix moins chers. Voilà, je vous donne la moyenne entre les catégories A et les catégories C qu'on distribue. Et donc, tout ça, cette chaîne de valeur, finalement, elle est mise en lien, si je peux dire ça comme ça, par une plateforme qui permet de mettre en lien les donateurs, les reconditionneurs et les distributeurs solidaires. Finalement, là, vous voyez un peu les 5 étapes de la collecte.tech. Donc, la collecte.tech, si vous allez sur le site, je ne sais pas si Victor, tu peux mettre le lien dans le chat, permet aux donateurs de proposer un don en quelques clics. Ensuite, nous, à date, avant l'arrivée de l'IA, on recontacte ce donateur, on qualifie avec lui ce don. Donc, on va lui demander des caractéristiques sur ce don. Donc, si c'est une entreprise, combien elle en a, de quelle date sont les équipements qu'elle a achetés, est-ce qu'elle sait si c'est des équipements qui sont fonctionnels ou à réparer, etc., etc. On pose quelques questions. Une fois qu'on a qualifié le don, si on vérifie que ce n'est pas des déchets, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas en train de nous donner quelque chose qui n'a aucune utilité, enfin en tout cas qui ne peut pas être réparé, on accepte le don et on va trouver le reconditionneur solidaire le plus proche du donateur. À ce moment-là, on fait une proposition au reconditionneur solidaire en lui disant, voilà, on a un lot de temps que tu peux aller chercher à telle date où on estime que le taux de réemploi sera de temps. Est-ce que tu es en capacité de le prendre? Oui, non. Non, on trouve un autre. Oui, on organise, on fait le matching entre le donateur et le reconditionneur. Une fois que le reconditionneur récupère ce don, là, on va dire que la donnée rentre dans une plateforme qui est plus logistique. La première plateforme, c'est un site en ligne de mise en relation. Derrière, il y a un espèce de back-office qui nous permet en fait d'opérer la traçabilité du don et de pouvoir remonter aussi les éléments essentiels pour rassurer le donateur, c'est-à-dire les fichiers d'effacement des données, j'ai perdu le mot, les certificats, voilà, les certificats d'effacement des données, d'audit, etc. Et puis, on va pouvoir suivre à travers ce back-office l'état de traitement du don. Il a été audité, il est en réparation, il est prêt à être distribué. Une fois que le matériel est réparé, prêt à être distribué, derrière, vous imaginez bien qu'il y a aussi un sujet de devis, de facturation, puisqu'on paye les reconditionneurs pour opérer ce travail. Et donc, il faut s'assurer, il y a une forme de gestion aussi du risque financier derrière tout ça. Il y a une gestion des flux, etc. Et puis, une fois que c'est prêt à être reconditionné, on va flécher ce matériel vers la structure sociale qu'on a mis en capacité de distribuer la plus proche du reconditionneur. Et donc, on connaît leurs besoins, parce qu'on leur demande leurs besoins en amont. Et en fonction de ça, on fait encore une fois un matching, mais là, encore une fois, manuel, entre le besoin et la capacité qu'on a en stock. Et on fait ce matching-là. Et puis, à la fin, tout ça nous donne des données qui nous permettent de faire, encore une fois, plus ou moins, avec des interfaces, mais pas encore optimales, une fiche d'impact, de suivre notre impact à la fois écologique, mais social. Combien de personnes équipées, quel est le taux de réparation, de gestion aussi plutôt du D3E, et l'impact écologique évité grâce au réemploi finalement de ce don. Puisqu'on sait que 80% de l'impact écologique du numérique, c'est la phase de fabrication. Et donc, avec une règle de calcul assez simple, on peut voir ce qu'on a économisé en matière en ayant allongé la durée de vie
d'un produit. Donc voilà, sur la collecte.tech, grosso modo, c'est une chaîne de valeur solidaire et derrière, il y a une vitrine et un back-office. Voilà, cette live, c'est plus pour vous donner une idée de quantité il y a 9500 personnes équipées en 2023, ça veut dire qu'on a collecté 3 fois plus. Et donc, notre objectif, c'est un impact écologique, économique et solidaire, et c'est ce qu'on cherche à valoriser. La partie qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, dans la nouvelle feuille de route France Numérique Ensemble, il y a un objectif d'équiper 2 millions de ménages. Vous voyez qu'avec un réseau de 7 filières, on arrive à équiper 9500 personnes en une année. Donc, en fait, on ne fait pas du tout le poids. Pour arriver à tendre collectivement vers 2 millions de ménages équipés, il faut qu'on s'organise, c'est-à-dire que la filière s'ouvre et qu'on s'organise dans une logique de commun, qu'on puisse travailler avec les recycleries, avec les Repair Café, avec les tiers-lieux, avec les conseillers numériques, avec toutes les bonnes volontés, en fait, pour augmenter cette chaîne de valeur. Et aussi augmenter notre efficience, notre capacité, donc partager des ressources, que ce soit méthodologiques, technologiques, etc., dans une logique de commun pour pouvoir avancer ensemble. Grosso modo, ça donne ça, en fait. Hein, c'est une sorte d'escalier à franchir pour passer de ce que nous, on a créé à travers la collecte.tech, mais en fait, ce que d'autres initiatives ont créé. Le Sicoval a créé aussi une filière à l'échelle de son territoire. Il y a aussi des filières qui se sont organisées là où la collecte.tech n'est pas présente, comme en Normandie, en Bretagne. Il y a des initiatives ultra locales, donc des filières à l'échelle pas régionale, mais ultra-locale, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Comment réunir le savoir autour de ces dimensions filières, de ces dimensions réparation, de ces dimensions distribution pour passer de ce qu'on fait chacun de notre côté à petite échelle à 2 millions de personnes modestes équipées. Je rappelle que le nombre de personnes en France qui n'ont pas accès à de l'équipement numérique qui leur permet d'accéder à l'endroit, à la santé, etc., c'est 8 millions. Donc même 2 millions, on est loin du besoin, mais c'est déjà quand même vachement mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Et donc moi, ma question aujourd'hui, c'est comment, et c'est la question que je vous adresse, hein, parce que je n'ai pas la réponse, j'ai des intuitions de ce que ça pourrait être, mais c'est plutôt une expression de besoin que je vous formule et un appel à contribution, c'est comment l'IA pourrait nous aider à optimiser cette chaîne de valeur, à gagner du temps aux différentes étapes du don, de la gestion des données, de la logistique et de la distribution. Donc, notamment, on a identifié dans cette chaîne de valeur les premiers besoins où on s'est dit l'IA pourrait faire quelque chose pour nous sur la dimension de la relation donateur. Là où nous, on fait une analyse du don à la main. Comment l'IA peut nous aider, faciliter le travail du DSI qui cherche à nous donner quelque chose, mais qui parfois n'a pas lui-même pas faire un fichier ou un audit hyper précis de ce qu'il a en stock, ou alors il doit le constituer au moment où on lui dit « Ok, mais ce que tu as à nous donner, qu'est-ce que ça vaut ?» En gros, est-ce que c'est du déchet ou est-ce que c'est du réparable? Donc peut-être faciliter son travail à lui, le travail du DSI, mais faciliter aussi notre travail, c'est-à-dire avec une IA potentiellement pouvoir évaluer l'impact potentiel du don au moment où le donateur le propose. Sur la gestion des flux, comment on peut, et notamment pour passer dans une logique de commun et une logique de travail où, disons qu'aujourd'hui, on a, nous, à l'échelle de la collecte.tech, 7 chefs de projets régionaux. Si demain, on travaille avec 1200 acteurs du réemploi, différents niveaux de coordination, certains, ça sera des hubs, certains, ça sera d'autres porteurs de projets, des tiers-lieux, etc., des collectivités qui vont porter, comment on fait en sorte d'automatiser le fléchage du don en fonction de critères prédéterminés, c'est-à-dire la localisation géographique, la capacité de traitement du territoire. Donc, sur le territoire, il y a par exemple 2 structures d'insertion
Il y en a une qui fait du smartphone, l'autre qui fait que de l'ordinateur. En ce moment, elles ont déjà reçu 3 dons et en fait, elles ont une capacité de traitement de, j'en sais rien, 1000 ordinateurs semaine. Et donc, l'IA nous aide à flécher de manière neutre les dons qui seraient reçus en fonction de critères prédéterminés à l'avance. Donc, comment l'IA pourrait nous permettre de répartir ces flux. Sur la gestion de la logistique, comment on peut optimiser la logistique pour éventuellement améliorer la gestion des flux, des commandes automatiques. Comment aussi, sur la question des pièces détachées, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais c'est vraiment un gros sujet pour nos reconditionneurs solidaires. C'est le délai de commande, aussi quelque part d'avoir les meilleurs prix, peut-être de faire de l'échange de pièces détachées entre eux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de déperdition dans ces étapes-là. Un matériel n'est plus fonctionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas rentable de le dépioter pour en récupérer la matière. Pourtant, ce serait une source d'impact supplémentaire. Mais en fait, comment créer cette circularité des pièces détachées au sein de ce réseau. Et puis, sur la distribution des équipements, quelque part, tout simplement, on a besoin d'une espèce de marketplace solidaire, mais peut-être au lieu de passer par cette case de marketplace solidaire, est-ce que l'IA ne peut pas venir nous assister dans cette gestion des stocks pour, pareil, flécher en mode push les stocks quand ils sont disponibles à certains publics, certaines structures, soit en fonction du besoin qu'elles ont exprimé, soit en fonction de, j'en sais rien, un public en particulier que le donateur aurait voulu flécher, par exemple, j'en sais rien, telle entreprise nous donne son matériel parce que sa RSE et sa fondation est super impliquée pour l'éducation des jeunes dans les quartiers. Et potentiellement, ça peut nous aider aussi à avoir une sorte d'affectation. C'est pas la fonctionnalité dans laquelle je suis la plus fan, parce que je pense que le critère géographique est plus important, mais pourquoi pas si ça peut nous permettre de convaincre plus de donateurs. Et là, on se base uniquement sur un... Je vais juste reprendre rapidement la parole pour te demander si tu veux bien de finir pour qu'on puisse avoir des interactions juste après et qu'on laisse un temps d'échange. J'ai fini en fait. Je voulais juste conclure sur là, on est juste sur une interaction donateur, entreprise, collectivité. Potentiellement, ça ouvre aussi le champ des possibles pour la partie collecte citoyenne, mais c'est un autre sujet. Du coup, voilà, je clôture en vous demandant si vous souhaitez y travailler avec nous, si vous avez des contacts, des astuces, des idées. Merci. Eh ben, super, merci Marie. Je précise aussi pourquoi est-ce qu'on souhaitait une intervention d'Emmaüs Connect aujourd'hui. En fait, la thématique d'aujourd'hui, mais qui a été un petit peu modifiée, devait être les circuits verts et l'IA, voilà, qui est une thématique qu'on trouvait hyper intéressante. Et rapidement, on a identifié dans nos membres Emmaüs Connect qui avaient des besoins et on trouvait que c'était intéressant de clôturer cette réunion avec une ouverture sur quels besoins, etc., dans des secteurs très précis. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait de cette manière-là et que je trouve que c'est particulièrement cohérent d'avoir adressé cette demande. Et je vous laisse prendre la suite, répondre, intervenir, rebondir à ce qu'a dit Marie.